Bonsoir à tous et bienvenue pour notre deuxième soirée Comme à la maison proposée par Family Phone. Nous sommes justement comme à la maison avec mes invités dans le foyer d'une famille des Yvelines qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ce cadre dont vous pouvez le juger comme il est chaleureux et accueillant. On va parler aujourd'hui, après avoir parlé la dernière fois du rôle des pères dans la société, nous allons parler des mamans aujourd'hui avec mes invités. Voilà, comment unifier sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie d'épouse, sa vie de professionnelle, sa vie de croyante. On va passer toutes ces questions en revue avec chacune d'entre elles. Je vais vous les présenter tout de suite. Je commence par vous, sœur Claire Delef, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une sœur de Notre-Dame du Cénacle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette famille religieuse? Donc c'est une congrégation qui est de spiritualité ignatienne, voilà, qui est du 19e siècle et qui a pour rôle d'accompagner les personnes qui cherchent du sens à leur vie. Voilà, en fait, on a pour nous-mêmes fait la découverte d'un trésor qui est la rencontre de Jésus. Et ce trésor, on a envie de le faire partager à d'autres. Voilà. Et donc, on aide toutes les personnes qui veulent apprendre à prier, qui veulent être accompagnées dans leur chemin de vie et de foi. Et vous les accueillez dans un centre spirituel? Moi, j'habite dans une communauté qui est à Versailles, D'accord. Qui vit dans un centre spirituel qu'on anime avec des amis, des collaborateurs. Voilà. Et donc, on accueille des groupes, des personnes individuelles qui viennent se poser, respirer, chercher du sens. Et des femmes, puisqu'elles sont à l'honneur de notre émission aujourd'hui. Dont des femmes, exactement. Dont des femmes. Pourquoi viennent-elles vous voir? Quels sont, en quelques mots, les services que vous pouvez leur rendre, l'accueil que vous leur témoignez? Alors c'est très large, très variable. Ça peut être apprendre à prier, première des choses. Ça peut être justement unifier sa vie dans une vie très chargée, pouvoir s'arrêter, pouvoir regarder ce qui donne de la vie, ce qui est heureux, ce qui est au contraire plus difficile. Et puis aussi certaines pour pouvoir passer des moments difficiles justement en ayant une écoute bienveillante. Et puis certaines c'est aussi pour pouvoir ensuite poser des décisions, des choix professionnels, des choix de lieu de vie, avec la famille. Est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je m'engage dans telle association? Je vais présenter notre deuxième invitée qui est avec nous, Valérie Daubigny, bonjour. Bonsoir. Vous êtes jolie, votre formule, parce qu'elle est très jolie, engagée dans la transmission par le beau. Qu'est-ce que c'est que la transmission par le beau? En ce qui me concerne, ça passe par différents canaux qui se sont ouverts petit à petit au fil de ma vie et j'en rends grâce. Ça signifie premièrement par la littérature jeunesse qui me passionne, qui m'occupe beaucoup. Faire des choix, trouver dans la création contemporaine, des albums jusqu'aux romans des grands adolescents, ce qui donne envie de grandir, ce qui est beau par la langue, par l'illustration, par la qualité du regard porté sur les personnages et les aventures qu'ils traversent. Ça passe aussi par apprendre à voir et notamment éducation affective par l'art. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de joie à transmettre par la formation auprès d'éducateurs, d'un outil qui, sans les mots, sans les concepts qui peuvent être compliqués, non compris, source de malentendus, passer simplement par l'observation et la description ensemble d'œuvres d'art qui disent tout de notre civilisation et qui disent beaucoup du rôle de la femme et de la mère notamment. Voilà, et 1000 autres petits canaux qui finalement sont un va-et-vient. J'essaye de donner et je reçois aussi beaucoup par eux. Donc notamment critique littéraire jeunesse, très appréciée pour un magazine pour lequel j'ai la chance de travailler, l'Invisible, mais je sais que ce n'est pas le seul, sur Internet également, animatrice radio, co-auteur d'une bibliothèque idéale. Alors ça, je pense que ça plaira à tout le monde puisqu'on est en France très féru de littérature. Puis alors vous êtes une maman et une grand-mère comblée. C'est vrai, nous avons eu la chance d'avoir 6 enfants, 5 garçons et une fille qui aujourd'hui continuent leur chemin et on voit maintenant arriver quelques petits-enfants et c'est assez amusant. Et enfin notre troisième invité, bonjour Raphaël Simon. Bonjour. Vous êtes l'auteur prolixe d'un certain nombre d'ouvrages justement qui parlent des mamans, des femmes aussi, des couples. Vous êtes journaliste et parmi ces livres, on peut signaler les 3 derniers, Couple de feu et de foi. Voilà, ça s'est paru aux éditions de l'Emmanuel. 7 histoires d'amour, 7 itinéraires spirituels, on vous le recommande bien sûr,
Imparfaite et débordée, chronique d'une maman d'aujourd'hui. Voilà, le titre est très drôle et je pense qu'on n'est pas très éloigné de notre sujet. Et enfin, Être mère, c'est, point de suspension, paru chez Salvatore également, c'est une petite collection. L'amour, c'est, etc. Être mère, c'est. Alors, Raphaël Simon, sans évidemment déflorer l'ouvrage, mais Être mère, c'est, qu'est-ce que c'est pour vous, en quelques mots? Alors là, c'était juste une déclinaison par des verbes, 52 verbes, comme autant de semaines, voilà, c'est juste sur 2 pages. Oui. Être mère, c'est un tout, c'est vraiment, c'est extrêmement riche d'être mère. Ce que j'ai voulu montrer, j'ai voulu partager mon expérience, essayer de partager tout ce qui m'a fait du bien en tant que mère, parce que c'est merveilleux évidemment d'être mère, mais il y a aussi des difficultés, des choses qu'on met un petit peu sous le tapis. Hein. On a tendance à idéaliser un peu la mère, parfois de la ringardiser, suivant le point de vue sur lequel on se place. Mais voilà, moi j'ai voulu partager cette expérience et que chaque mère puisse se retrouver dans l'une ou l'autre de ses facettes en essayant de se faire du bien. Et on va essayer tout au long de cette émission de permettre aux femmes aussi de se faire du bien en apprenant, en vous écoutant, comment reprendre un peu le contrôle peut-être de son existence si elle se laisse déborder par le cours des événements, par la crise que nous avons traversée, les problèmes de boulot, les problèmes avec les enfants, avec le mari, avec les collègues ou simplement les petits problèmes du quotidien qui parfois peuvent nous rendre la vie difficile. Je vais justement paraphraser votre ouvrage et vous poser la première question. Imparfaite, débordée, est-ce que c'est ça la chronique des femmes d'aujourd'hui ou pas? Je pense que nos modes de vie nous entraînent à une sorte de tourbillon. Et la femme est un peu écartelée entre, effectivement, toutes ces sollicitations, que ce soit à la maison, les enfants, le travail, le mari, et puis ses propres besoins. Et le problème n'est pas nouveau. Moi, j'aime beaucoup ce livre de Anne Morrow Lindbergh, qui est la femme de l'aviateur Lindbergh, oui, qui est une Américaine et qui écrit dans les années 50 « Solitude face à la mer ». Elle fait un peu retraite sur une île en essayant de prendre du champ, de prendre du recul sur sa vie de femme, d'épouse, de mère. Et on voit que déjà, elle a besoin de pause créatrice, elle a besoin de retrouver son centre pour trouver cette espèce de point central, ce silence intérieur, cette paix intérieure, plutôt que d'être éparpillée dans tous les sens. Et je pense aussi que c'est peut-être un peu un défaut à nous les femmes, qui est de nous laisser éparpiller, de papillonner un petit peu à droite à gauche, de nous laisser un peu distraire finalement, alors que nous avons besoin vraiment de retrouver notre centre. Ça, c'est pour le côté déborder, ne pas se laisser déborder. Mais il y a la question de l'imperfection ou de la perfection que l'on attend peut-être des femmes, mais des hommes aussi, bien sûr. Est-ce que la mode, la société, je dis avec des grands mots, mais ne sont pas un peu cruelles envers les femmes? Elles devraient être des power girls, je ne sais pas comment on dit, des championnes du travail, des championnes de la famille, de l'organisation, de savoir s'occuper de leurs enfants, être toujours tout sourire, apprêter, maquiller, etc. Est-ce que là, ce n'est pas un piège dans lequel on les a fait tomber? Si, je pense qu'il y a une grande pression sociale effectivement sur elles, mais je pense que les femmes elles-mêmes aussi se mettent la pression. Elles se mettent la pression pour être parfaites, pour que tout soit très bien, et je pense que ça c'est un piège. Je pense que l'un des défis des femmes aujourd'hui, c'est justement de résister à cette pression sociale, mais aussi se garder de tout perfectionnisme, ce qui n'est pas facile. Et pour ça, ça demande justement de retrouver une certaine liberté intérieure. Je pense que dans les défis des femmes aujourd'hui, il y a cette question de retrouver la confiance en soi, parce que quand on n'a plus confiance en soi, on a tendance à subir davantage ce que les autres nous envoient comme message, et donc retrouver la confiance en soi, ça demande un travail. Valérie Daubigny, justement, vous qui venez de nous démontrer que vous étiez multifacette, multitalent, comment faites-vous pour ne pas vous laisser déborder, par ne pas vous retrouver harassé par ce mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, une charge mentale écrasante, et garder votre unité, garder le contrôle des événements aujourd'hui? Mes cheveux gris vous auront montré que je ne suis plus jeune mère de famille. Et je peux dire que maintenant, j'ai 54 ans, je peux regarder en arrière. Je n'ai pas toujours fait toutes ces choses à l'extérieur. Nous nous sommes mariés jeunes, les enfants sont arrivés vite, ça a été une vraie joie. Mais c'est vrai, je me souviens, et je l'ai encore parfois, c'est assez visuel. J'ai l'impression d'un rouleau compresseur qui roule derrière moi, et moi qui cours devant, mais véritablement, et ça m'oppresse.
Donc ça, cette charge, oui, elle existe. Elle existe aussi chez les hommes. On parle moins de charge mentale chez eux, mais on a tous ça parce qu'on vit souvent plusieurs vies, effectivement. Hein. Et quels que soient nos lieux de vie, que nous soyons en ville, à la campagne, il y a vraiment cette pression aussi économique aujourd'hui. Bien sûr. Donc j'ai cette chance petit à petit, si vous voulez, mais mon temps s'est allégé chaque année. À chaque rentrée, je me disais, tiens, là, il y a un petit espace. Là, il y a un petit espace. Et j'avais besoin de me nourrir, peut-être de me nourrir de beau. C'est peut-être ça qui m'a mis sur toutes ces pistes-là. Et je m'engageais ici ou là parce que j'ai aussi ce goût pour le temps donné pour le bien commun. Voilà, et le partage des bonnes choses. Ce que je dirais aux jeunes femmes, c'est j'ai envie vraiment de repartir de votre mot d'imparfaite. Nous ne sommes pas parfaites dans la manière dont on en parle à nos enfants, on le vit en famille. Il est assez éducatif, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un premier temps. Il est assez éducatif de montrer à nos enfants que nous avons des failles, nous avons des peurs, nous avons un trop-plein, nous avons des choix compliqués, qu'ils nous voient aussi dans notre imperfection, dans notre faiblesse parfois, mais qu'ils nous voient essayer d'en sortir. Ah, là, elle a l'air au bout du rouleau, mais quelle stratégie, quel moyen emploie-t-elle pour en sortir? C'est là qu'on éduque. Si on veut se montrer toujours nickel, toujours parfaite, toujours à 100% sur tous les plans, je pense qu'on peut finalement faire assez de mal autour de soi. Oui. Mais voilà, je le dis, attention, c'est vrai que tout ce qu'on va dire là peut toucher des personnes qui en sont à d'autres stades dans leur vie. Ce n'est pas une injonction non plus, mais voilà, détendons-nous. Et puis parfois, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est reconnaître ses limites qui nous permet aussi de mieux les poser et de ne pas prendre à bras-le-corps trop de problèmes à la fois, peut-être. Oui, peut-être. J'interviens juste parce que aujourd'hui on devait parler de maman au top. Et après je me suis fait la réflexion, je me suis dit, voilà typiquement une injonction qui correspond à notre société, il faut être maman au top. Et en fait la vraie question, c'est pas d'être au top, c'est d'être soi-même. Comment être soi-même? Voilà. C'est vrai. Et là, on peut être au top, qu'on soit maman ou pas, mais voilà. Oui, on peut être au top, de mais de son plein gré. Voilà, en ayant fixé aussi ses jalons et ses objectifs, sans se les laisser imposer. Sœur Claire Delef, on sait combien les religieux, les religieuses se donnent énormément pour tous ceux qui viennent les voir, avec aussi une vie de prière, une vie communautaire assez intense, et puis certains travaillent, on l'ignore parfois, mais accomplissent. Voilà, vous acquiescez, c'est du travail. Comment ne pas se laisser déborder justement par ce que l'on a dit, la charge mentale, mais aussi pour ceux et celles qui viennent vous voir, puisqu'elles sont à l'honneur de cette émission. Comment les aidez-vous à calmer les choses, à leur dire piano, piano, prenons les choses, les problèmes un par un? Si c'est comme ça que vous faites, bien sûr. Oui. Cette injonction de la perfection et du débordement, il est vrai aussi pour les religieux et religieuses, y compris dans des monastères. Vraiment, parce que le travail, la rapidité des échanges et Internet a énormément raccourci le temps. Voilà, le temps et l'espace. Donc voilà, c'est une vraie question aussi pour nous, de savoir poser cette fameuse charge mentale, même si on n'est pas découpé en trois, voilà, femme, mère et épouse. Mais il n'empêche qu'entre le travail, la vie communautaire et la vie de prière, on retrouve un peu ces trois manières d'être en relation qui se posent. Voilà, quand nous, on accueille des femmes qui arrivent débordées, voilà, cette question de l'unification, elle est vraie, là on va parler particulièrement des femmes, mais elle est vraie pour toute personne, hein, voilà, les hommes aussi. Tout le monde a une vie intérieure et tout le monde a ce désir d'être pleinement soi-même. Voilà, unifier sa vie, il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire de ne pas être en petits morceaux, de ne pas être à 4 endroits différents. Voilà. Souvent, on dit que les femmes, on a la capacité de penser à plusieurs choses en même temps, alors que les hommes sont plus monotâches. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, je n'en sais rien. Oui. Voilà. Mais en tout cas, l'expérience est vraie. je le confirme. L'expérience est vraie qu'on peut faire quelque chose en pensant à autre chose, etc. Mais voilà, et du coup, quand on essaie d'aider les femmes à se poser, voilà, rien que de dire se poser, s'arrêter. En fait, c'est un véritable choix dans le rythme
qu'on a, on a toujours quelque chose à faire. Alors quand on est responsable d'un foyer, on en parlera tout à l'heure, voilà, quand on est maman, il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Bien sûr. Voilà, et quand on est au travail, c'est pareil, il y a toujours un mail à faire, etc. Et du coup, d'oser s'arrêter, donc se donner un temps pour ça, quitte à même à l'inscrire dans l'agenda en fait. Oui. Aussi court soit-il, s'arrêter pendant 3 minutes, déjà ça suffit à se retrouver soi, à respirer, à reprendre conscience. Alors le grand truc aujourd'hui, c'est la méditation de pleine conscience. Mais c'est déjà un très bon moyen en fait de se reconnecter avec soi-même. Et ensuite, une des choses qui aide dans cette unification, finalement, qu'est-ce qui me fait rouler ? On va dire ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui donne une unification à tout ce que je vais faire, à toutes ces tâches différentes ou à ces... comment dire ? Voilà, quand on est femme, mère, épouse, en fait, on est nous, quoi. Voilà, quand on est religieuse, on est nous, c'est pareil. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui unifie les tâches, on va dire ça comme ça, voilà, les activités que je vais avoir. On a déjà bien avancé, donc voilà, avec trois idées que l'on peut communiquer aux femmes qui nous regardent et puis aux hommes également qui voudraient en parler avec leur épouse. Ça me semble important et même bienvenu de leur part. Dans le cadre de cette soirée Family Phone, c'est le 2e épisode et il est consacré aux femmes, comment unifier sa vie de femme. Savoir s'arrêter, remettre du beau dans sa vie, Valérie Daubigny, j'aime beaucoup. D'ailleurs, maintenant que les musées ont rouvert, rien n'interdit d'aller se remettre du beau devant les yeux pour se réhabituer, comme on pourrait faire un reset de l'ordinateur, et puis faire son introspection pour découvrir son centre névralgique, ce dont tout procède, qu'est-ce qui est au cœur de nous-mêmes et qui va nous conduire ensuite à déployer nos actions dans tel et tel champ, parce qu'on s'y accomplit d'une certaine manière, et non plus se laisser bousculer ou courir devant le rouleau compresseur. Alors vous avez lancé le mot qui fâche, foyer, pourtant un foyer c'est agréable, c'est chaud, il y en a même un ici dans ce salon qui nous accueille aujourd'hui, tous les 4. Femme au foyer, voilà un terme qui est perçu comme très péjoratif, un peu vieux jeu, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser ? Qui veut réagir à cette question ? Valérie Daubigny, Raphaël Simon ? Mais je pense que la société, effectivement, ne valorise pas du tout la femme au foyer. C'est une réalité qui tend à disparaître. Enfin, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, les 3/4 des femmes travaillent et elles travaillent parce qu'elles ont besoin de vivre. Elles travaillent pour accomplir, pour s'épanouir, pour user de leurs compétences et c'est magnifique. Donc il ne faudrait pas systématiquement opposer femmes qui travaillent et femmes au foyer. De fait, dans la vie d'une femme, il y a plusieurs vies et on a toutes été à un moment au foyer, même si... Il faut dire quand même qu'être au foyer, c'est un sacré travail. C'est pas de l'oisiveté. Non, pas du tout. D'ailleurs, si c'était un service marchand, ça coûterait extrêmement cher. Mais c'est un travail invisible et Bien non sûr. marchand. Et c'est ce qui fait que la société ne le reconnaît pas du tout. Femme au foyer, oui, je pense que c'est une réalité qui quand même tend à disparaître, mais qui est un peu quand même aussi au cœur de notre vie, même si on travaille. Enfin... Oui, c'est ça vient s'ajouter à la vie professionnelle d'une femme. Mais néanmoins, faire ce choix aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose auquel on pourrait inviter les femmes à y réfléchir ? En disant, tiens, pourquoi pas ? Est-ce que cette injonction à travailler coûte que coûte et à confier les enfants pour faire le tuilage à la sortie de l'école à une baby-sitter, voire toute la journée à une nounou, est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose auquel penser ? C'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Et le télétravail, peut-être, nous l'a appris aussi ces derniers temps. Passer du temps en famille, ça nécessite de mieux s'organiser pour trouver des plages de travail, mais c'est aussi un incroyable bonheur que de retrouver les siens, de les voir grandir, etc. Moi, je vois des jeunes femmes qui sont quand même tiraillées et qui sont confrontées à des choix, j'allais dire, douloureux, presque dramatiques, parce que elles ont investi dans leurs études. Elles réussissent très bien, elles commencent à travailler, c'est passionnant, on leur confie des responsabilités. Elles commencent à avoir des enfants, premier, deuxième enfant, elles le confient à la crèche. Et puis, elles rentrent un petit peu tard et il faut employer une nounou entre la crèche et le retour. Et tout ça fait qu'effectivement, elles voient très peu leurs enfants et elles sont tiraillées. Au bout d'un moment, elles se disent comment je tiens les deux, quoi. Et ça, je trouve que c'est très difficile à tenir. Il y a un moment, il faut quand même un peu faire un choix. Voilà. Après, les enfants petits, ils ne sont pas petits pendant toute la vie non plus. C'est peut-être aussi l'occasion d'en profiter, tant qu'ils sont petits. Mais c'est vrai que le travail
télétravail n'est pas assez flexible, je pense, en France. Effectivement, le Covid a permis beaucoup de télétravail. Alors attention, le télétravail, c'est pas non plus la panacée. Hein. Quand on a des petits à la maison, télétravailler, c'est pas forcément... Voilà. Mais c'est vrai que ça évite en tout cas d'avoir de longs temps de transport. Et le juste salaire aussi, il me semble, serait une des réponses appropriées. Oui. Le juste salaire pour la femme. Oui. Et puis la revalorisation de la femme au foyer, comme on dit, même si elle n'est pas monétisée. Européens dans lesquels elles sont rémunérées pour cela. Tout comme c'est une politique familiale extrêmement courageuse, ambitieuse, mais on voit aujourd'hui avec la baisse de la natalité en France qu'une politique familiale, ça peut avoir du bon aussi pour le renouvellement de générations, assurer les retraites de demain, etc. Donc vouloir jeter un peu vite le bébé avec l'eau du bain, on peut tous en payer les conséquences un jour ou l'autre. Valérie Dominis, cette question. C'est sur ce point que j'aurais voulu rebondir. Et on voit dans certains pays qui étaient partis dans des directions n'aidaient beaucoup les femmes à aller travailler. Oui. À partir du moment où ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément un très bon choix pour le pays, pas un très bon choix pour l'éducation des enfants, et qu'ils ont fait machine arrière, ça va très vite. Si une vraie politique familiale ajustée, bien présentée, et qui est aussi une manifestation de reconnaissance de la société à l'égard des femmes se mettent en place, et bien très vite, à nouveau, les foyers accueillent 1, 2 enfants de plus, etc. Oui. Une chose aussi que je voulais ajouter dans notre discussion à ce stade, je pense que lorsqu'on a des enfants qui commencent à s'orienter, première, terminale, je vais faire quoi, au lieu de subir les études, si l'on est brillant, eh bien finalement on passe le bon concours, si on l'est moins, bon, par défaut, je vais là. Mais se poser en se disant, en fait, quel genre de vie je souhaite. Je suis une fille pour moi, je suis un garçon pour celle qui m'accompagnera. Et moi, je suis très reconnaissante à mon mari d'avoir su dire au garçon, au moment où il s'orientait, fais tes choix, vois quel genre de vie tu souhaites, mais songe dans ce choix à pouvoir offrir à la femme qui t'accompagnera peut-être un jour ce choix pour elle. Vous voyez ? Je trouve que c'est très juste, c'est très beau qu'il les ait conduits à se poser la question à ce moment-là. Et puis, comme vous le disiez, Raphaël, nous vivons plusieurs vies. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des étapes où des femmes, quand elles le peuvent, se retirent du marché du travail et puis y retournent. Il arrive aussi, vous évoquiez la nounou, etc. Mais quand elles font vraiment leur compte à la fin du mois, elles se disent, mais finalement, qu'est-ce que j'apporte par mon travail qui me coupe pas mal de la maison ? Finalement, pas tant que ça, financièrement, par rapport au coût. Donc, elles refont leur choix. Et puis, troisième chose, être au foyer. J'aime bien ce mot, foyer. De temps en temps, quand j'écris, je dis dans votre foyer. Je fais exprès, je me dis c'est ringard comme mot, mais si on ne l'emploie plus, d'abord le feu s'éteindre. Et voilà. Il faut rappeler que ce n'est absolument pas quelque chose qui s'adresse à des familles privilégiées aussi. On s'imagine un peu vite qu'on peut se permettre d'être femme au foyer si le mari gagne beaucoup d'argent, etc. Mais être femme au foyer, c'est aussi une source d'économie très importante. On optimise, je ne sais pas quoi, les courses, la nourriture, etc. On participe à l'éducation des enfants, donc probablement qu'on les oriente aussi beaucoup mieux et on fait l'économie de tous ces petits tuilages dont je parlais tout à l'heure. On nourrit aussi une relation différente peut-être avec ses enfants. Enfin, j'en parle comme de quelqu'un qui aimerait finalement avoir aussi droit d'être père au foyer de temps en temps. C'est ce qui existe d'ailleurs. Et ce qui existe, ça y est, enfin, c'est une vraie révolution en soi. Quel est votre regard là-dessus ? Cette question du foyer et de l'injonction que l'on peut faire aux femmes de travailler coûte que coûte, qu'elles en aient envie ou pas. Je temporiserai un petit peu l'injonction de travailler. Oui. Je crois que c'est assez récent que les femmes puissent justement travailler et avoir les enfants qui sont gardés à la maison. Enfin, que la société est organisée de manière à ce que les femmes puissent travailler, avoir une carrière et prendre toutes leurs responsabilités dans la société. Et je crois que ça, c'est une grande avancée, qu'elles ne soient pas cantonnées au foyer. C'est là peut-être que ça a pris une dimension négative, en fait, ce foyer. Quand c'était parce que, du coup, grosso modo, les femmes ne sont pas capables ou alors elles doivent être au service du mari. Voilà. Donc, vous avez tout un courant dans la société, d'ailleurs, qui refuse complètement cette relégation dans le foyer. Là, on en parle sans la moindre vision machiste ou paternaliste, ni rien, pas du tout. Et après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup de ce qui est en train de venir, là, quand le gouvernement a
annoncer que l'école serait obligatoire Oui. et interdite à la maison, on a vu beaucoup de personnes qui sont montées au créneau. Oui. Voilà. Et moi, ça m'a permis de découvrir qu'il y a finalement beaucoup de familles, quelles que soient les religions, quels que soient les milieux sociaux, avoir fait un choix de société, de manière de vivre. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce que c'est une révalorisation justement de l'éducation, de la présence de la femme dans les foyers. Je connais même des couples où l'homme et la femme sont les deux présents dans l'éducation des enfants. Alors, je ne sais pas comment ils font du côté du travail, parce qu'il faut bien vivre quand même. Et après, il y a des femmes, effectivement, qui sont tiraillées, mais non pas, ce n'est pas un principe, c'est parce qu'une fois que les enfants sont là, il y a le désir d'en profiter, de découvrir que pour certaines, finalement, ça vient, entre guillemets, en concurrence de l'intérêt de la carrière ou du travail. Et finalement, là, la femme, l'homme, le couple, ils sont remis en question sur finalement quel va être notre projet de couple, notre projet de famille. Qu'est-ce qui devient essentiel? On ne peut pas généraliser parce qu'il y a aussi le cas des familles monoparentales, hélas, voilà, qui est très, très singulier. Mais néanmoins, en poursuivant notre idée de proposer des petites pistes de réflexion, des petites idées, des post-it comme ça à mettre sur son frigo si l'on est une femme et que l'on dit tiens, j'ai envie de retrouver une unité, m'épanouir dans ma vie de femme, on pourrait ajouter, comme vous le disiez Valérie, que le dialogue avec son époux de ces choix-là doit avoir lieu, être remis sur la table le plus souvent possible. C'est une décision qui se prend à deux, mais en bonne intelligence pour offrir la possibilité à l'épouse, si elle le souhaite, de prendre ce moment-là à un point clé de sa carrière pour la reprendre ensuite et inversement. Voilà, c'est peut-être le pacte qu'elle pourrait passer avec son mari en disant il faut qu'on parle de ces sujets-là de façon à ce que ce soit une décision prise en toute maturité. Il y a quelque chose vraiment de la reconnaissance, je crois. Oui, et peut-être aussi, là dans les quelques femmes que j'accompagne qui sont mères au foyer, il y a aussi de pouvoir revaloriser le quotidien. Oui. C'est-à-dire reconnaître ce qu'il y a de beau et de bon et de grand, Oui. y compris dans les tâches les plus banales de la vie quotidienne. On a un indice que la vraie révolution mentale est en train de se produire, ou s'est déjà produite il y a longtemps, c'est la profusion, l'éclosion de tous ces groupes de parole, ces groupes sur les réseaux sociaux, ces tutoriels ou ces chaînes de vidéos qui nous montrent des femmes qui s'éclatent à redécouvrir la couture, le dessin, qui parlent énormément entre elles. Les groupes des mamans de tel arrondissement, de tel quartier, de telle ville, sur lesquels tout le monde se lâche, apprend à se découvrir, donne ses petites combines pour vivre bien dans ses baskets, non? Là, il y a peut-être quelque chose. Les murs du foyer ont finalement volé en éclats, non? Valérie, alors je pense que ça traduit quelque chose, Oui. Alexandre. Autrefois, les familles vivaient côte à côte avec des liens. La famille élargie n'était Oui. pas loin, Oui. le village, le quartier, l'école était un point de rencontre, l'église souvent, etc. Aujourd'hui, les murs de la maison se sont peut-être plus fermés. Ils se rouvrent, je dirais, en passant par-dessus les murs, Oui. par les réseaux, etc. Qui offrent, je le vois pour la littérature jeunesse, pour beaucoup de mes activités, les femmes finalement se livrent énormément, en somme, à des inconnus. Hein. Mais elles ont besoin de cette chaleur. Donc on n'est rien sans les autres, nous sommes faits comme ça, nous sommes des êtres de relation. Et bien voilà, ça dit beaucoup de notre société, de ce besoin. Je plains énormément toutes les femmes que vous évoquiez, qui sont seules, qui n'ont pas ce choix, qui finalement se bagarrent avec elles-mêmes, avec cette confiance en soi, etc. Et à nous d'être très attentifs. C'est vraiment notre rôle à tous, rôle de la société, mais rôle à tous nos petits niveaux. Pas attendre de faire des grandes choses. Il faut déjà s'intéresser aux pépins qui touchent la personne sur la porte à côté. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et ça se fait assez naturellement par tout ce qui nous relie. C'est en fait cette fibre de mère. Moi, je suis très émerveillée par la manière dont certaines femmes ont été victimes d'un souci grave avec leurs enfants, harcèlement, trop d'écran, je ne sais quoi, et qui finalement non seulement essayent de résoudre le petit problème de leur famille, mais qui instantanément se disent « il faut qu'on monte un truc, on a besoin des autres ». Je suis extrêmement admirative, par exemple, de Marie-Alix Leroy, qui a monté
parents uniques contre le smartphone avant 15 ans, quelque chose comme ça. C'est parti. Et alors là, c'est pareil. C'est tous les milieux, tous les genres de vie. Mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça dit beaucoup de notre besoin qui est inhérent, je pense, à notre nature. En étant mère, on est un peu mère de tous. Vous avez dit le mot relier. En fait, les femmes, je crois, ont cette capacité à faire attention à la qualité des relations humaines et à créer du lien. Et les femmes sont particulièrement reliées. Elles ont besoin aussi d'autres femmes. Moi, vous avez parlé de groupes sur Facebook, etc. Mais groupes entre femmes, je connais des femmes qui se retrouvent en groupe de parole entre femmes une fois par semaine, une fois par mois, pour partager, pour discuter autour d'un texte biblique ou autre. Et je crois que il y a une force là des femmes entre elles. Je pense aussi à toutes ces propositions pause maman, pèlerinage des mères de famille qui font un bien fou, non seulement parce que c'est ressourçant, évidemment, on revient à la source même, on revient à Dieu, mais aussi parce qu'on fait ça entre femmes. Et quel que soit notre état de vie, il y a quelque chose qu'on partage et c'est bon de le faire ensemble. Enfin... Bon, je vais vous laisser alors. Non, et puis il faut signaler bien sûr Familyphone pour le diocèse de Versailles, qui est ce service d'écoute anonyme, gratuit pour toute personne qui rencontrerait un problème familial ou conjugal, la paroisse de son quartier, donc il ne faut pas hésiter à pousser la porte, à aller voir à l'accueil, poser la question, dire voilà, bonjour, je rencontre tel problème, je suis une maman solo, une mère au foyer, j'aimerais rencontrer du monde, m'investir, faire quelque chose, aller faire je ne sais pas quoi, une maraude, rencontrer les personnes âgées ou moins âgées de mon quartier pour m'assurer que tout aille bien, est-ce que je peux vous aider? Et ça marche à tous les coups. Et là, le maillage sur tout le territoire national est très serré. Sœur Claire, vous serez d'accord avec moi. On a besoin de se retrouver pour partager. Oui. Sur YouTube, tout ça, on trouve plein de vidéos qui nous expliquent comment se passe telle ou telle chose, comment s'organiser pour... Mais pour être homme, femme, mère, père, époux, épouse, il n'y a pas de méthode. Donc la seule chose qui existe, c'est de ce partage d'expérience. Mais on ne trouve pas le tuto pour être une bonne maman. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a 1000 manières d'être une bonne maman. C'est assez bon qu'il n'y ait pas de tuto bien carré pour nous le dire. Mais non. Mais voilà, construis ta propre personnalité, ta propre couleur de famille, voilà, mais avec juste les caps. Pour le beau, j'ajouterais une petite chose, Alexandre. Se nourrir du beau, et dans la famille, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Claire, lorsque les enfants rentrent et que simplement le carrelage de la cuisine est propre. Enfin, vous voyez, ces attentions-là où ça sent bon dans le salon. Donc, ce n'est pas une question de super moyens. Et se nourrir du beau pour une femme qui en a vraiment besoin, enfin femme et homme, c'est idiot ce que je dis, mais nous tous, nous n'avons pas forcément besoin d'aller très loin, voir des Tiepolo et les statues de Michel-Ange. Nous ouvrons la fenêtre et regardons par exemple 5 minutes de ciel par jour. Le ciel est toujours beau. 5 minutes, vous voyez des choses comme ça, ou l'arête d'une maison et le reflet que cela... Voilà, ce sont des choses toutes simples, il faut apprendre à se nourrir. Sinon, c'est très aride. On donne, nous les mamans. Hein. Et pour se nourrir, il y a ces 1000 petits canaux. Voilà. Et puis une petite visite au musée, ou une balade bras dessus, bras dessous, ou main dans la main. On va ajouter ça à la liste. Mettre un peu les enfants à contribution, vous parlez du carrelage propre, mais c'est vrai qu'on peut aussi rentrer chez soi le soir et trouver un carrelage propre ou un appartement qui sent bon, parce que des tas de petites mains seront passées par là aussi pour rendre service à leur maman. Il y a de l'amour là-dedans, en fait, Exactement. C'est l'amour. Et c'est un beau cadeau que des parents peuvent faire à leurs parents, que de contribuer aux tâches ménagères qui ont leur noblesse. Voilà. Et ce n'est pas les grands saints de l'histoire de l'Église qui diront le contraire, puisque tous se sont sanctifiés par ces petites choses dont vous parliez. On pourrait ajouter ça, demander à la famille de s'investir, trouver le lieu dans lequel il y aura cette liberté d'expression, cette liberté de parole, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais qui a son importance, et puis prendre des rendez-vous de temps en temps entre copines pour prendre un verre, pour mettre ces choses-là sur la table sans arrière-pensée. Je pense aussi qu'il y a une part de respect.
Oui. C'est-à-dire se respecter dans ses dons et dans ce qui nous fait du bien et ce qui nous attire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'aime pas coudre, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on aime coudre. Moi, j'ai horreur de ça. Et je dis ça, mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. On sait par exemple du côté de la cuisine, c'est très partagé aujourd'hui. Bon, voilà. Mais du coup, ensemble, de pouvoir construire, bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut qu'elles soient faites et que ça n'amuse ni l'un ni l'autre, enfin voilà. Mais que ça puisse être parlé et du coup dans un respect aussi de ce qui nous nourrit, de ce vers quoi on a un peu d'attrait ou qui ne nous embête pas trop. Et au contraire, voilà, comment on s'y prend ensemble sur ce qui est plus difficile pour l'un et pour l'autre. Mais encore pour ça, faut-il pouvoir le dire ? C'est-à-dire qu'il faut trouver le... Raphaël Simon, vous êtes d'accord ? Je pense qu'effectivement, la difficulté, surtout pour les femmes, pour les femmes qui se donnent beaucoup, qui n'ont pas eu le temps de prendre de recul, la difficulté de redire ses propres besoins. Et parfois, on ne les voit plus du tout. Et les femmes ont développé une hyper-adaptabilité, certes, elles sont capables de faire plein de choses, etc., mais au détriment de leurs besoins propres. Et je pense qu'un des défis, là aussi, c'est de remettre à jour ces besoins propres et essayer de les satisfaire. Moi, je vois très bien, quand je commence à râler pour tout et n'importe quoi, le soir, je me dis, tiens, là, j'ai râlé pour tout et n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a peut-être un besoin qui n'a pas été satisfait. Mais ça demande un tout petit peu d'attention. Il faut s'écouter un petit peu, en fait, contrairement de recul. Vous avez dit de recul. Oui. De recul pour pouvoir se rendre compte. Oui. Exactement. Je vais mettre un ingrédient supplémentaire, peut-être l'humour aussi. Pour dédramatiser, savoir rire ensemble, savoir rire de cette colère idiote qu'on a sur la prise. patate, c'est pas toujours non, évident. c'est pas toujours le moment. Il ne faut pas essayer de nous faire rire quand c'est pas l'heure. Non, mais justement, quand on n'a plus d'humour, ça peut être un signe. Ça peut être un petit signe faible que tiens, il y a des besoins qui sont profonds, qui n'ont pas été satisfaits. Et donc, comment j'en prends soin ? Je comprends. Là, que le réservoir est complètement vide et que la machine va s'emballer ou tomber en panne. Donc, il faut savoir sonner la cloche et dire aux enfants, au mari, silence, c'est à moi de dire quelque chose, j'en ai marre, écoutez-moi. Non ? Et avant que le vase déborde, le mieux, c'est quand même de prendre, comme vous disiez dans l'agenda, peut-être un moment. Je connais une mère de famille qui a 4 petits. Et bien, tous les samedis matins, elle demande à son mari est d'accord, ils sont mis d'accord là-dessus. C'est sa matinée à elle. Elle va se prendre un café, elle va aller voir des amis, elle fait autre chose. Mais c'est lui qui prend en charge les petits. Et ça, c'est sa ressource, c'est cette matinée vraiment à elle, où elle refait ses forces selon ses propres besoins. On n'est pas du tout toutes pareilles, on n'a pas toutes les mêmes besoins. Je pense qu'on a quand même besoin d'intériorité, on a besoin de sociabilité, on a besoin de beau, on a besoin de nature, on a besoin... Mais à chacune de dire qu'est-ce qui me convient, quoi, comment je refais mes forces et comment je retrouve l'énergie que je puisse me redonner. Voilà, ménager un moment pour soi, un moment avec soi-même, si on veut. Et c'est pas de l'égoïsme, parce que c'est non, bien sûr. Plus je serai de nouveau connectée à moi-même, je vais retrouver mon énergie et donc je vais pouvoir me redonner. Et puis, dans cette manière d'être présente comme femme, mère, épouse, parfois, il y a des moments où on va être complètement happé dans l'un ou l'autre de ces manières d'être présente. Et du coup, de bien vérifier, par exemple, quand on a des petits-enfants, toute la discussion tourne toujours autour des enfants. Bon, à quel moment est-ce que dans le couple, on va parler de chacun, de ce qu'on désire, de ses besoins, comment est-ce que de temps en temps, on va ensemble se retrouver comme couple, et comment, comme femme, après comme homme, chacun va pouvoir avoir cet espace où il va pouvoir se réaliser avec... C'est-à-dire que ça va pouvoir paraître un peu heurté au début, mais que sur le déroulement d'une journée type, il faut savoir trouver un séquençage du moment que l'on passe avec ses collègues, du moment que l'on passe avec ses enfants, le bain, le dîner, les devoirs, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, et le moment, ensuite on embraye sur le moment où le couple se retrouve, où la femme se retrouve seule un moment pour bouquiner ou penser à elle, puis à nouveau, etc. etc. Je ne sais pas si c'est sur chaque journée, parce que ça, à mon avis, ce n'est pas tout à fait tenable et gérable, ni tout à fait dans ce sens-là, mais qu'on n'oublie pas ces 3 dimensions de chacun, quoi. Oui. J'ajouterais peut-être, en repensant à ce que m'avait dit une amie lorsqu'on avait nos enfants, les aînés grandissaient et puis il y avait les petits derniers. Et elle, en plus, avait eu un tout petit dernier. Et elle m'avait dit un jour, ça me revient souvent à l'esprit, parce que je l'applique justement à ce que vous dites, elle m'avait dit, ce que je fais avec les grands m'équilibre pour ce que je fais avec les derniers,
Et lorsque je suis en train d'empiler des cubes l'après-midi, quand les grands sont en classe avec les petits derniers, et bien finalement, ça m'a donné des forces pour être plus paisible le soir. Ce que je fais avec les grands m'équilibre pour les plus petits. C'est cette phrase. Et dans cette séquence, finalement, on a beaucoup de casquettes. Oui. Hein, et c'est lourd, finalement, tout ça sur nos têtes. C'est lourd si on les subit toutes et qu'on veut toutes les mener à bien, toutes ces missions magnifiquement. Mais si l'on commence à se dire, finalement, le travail que je fais pour la maison, est un moment où je donne et ça me fait plaisir. Ce que je vois dans leurs yeux lorsqu'ils rentrent me nourrit pour ce qui va être plus difficile dans ma tâche professionnelle. Enfin bon, je l'illustre mal, mais vous voyez, toutes ces choses qui sont parfois très variées, pour refaire l'unité, se dire, mais cela va nourrir l'autre pôle. Oui. À la condition parfois de faire justement la pédagogie nécessaire pour réexpliquer aux uns, aux autres, la réalité de l'implication de la maman. Vous parliez de faire un brin de ménage ou ranger une chambre ou faire un coup de repassage ou les courses ou le marché ou prendre du temps avec le mari pour faire la cuisine ou le mari tout seul, enfin peu importe. Savoir dire aux enfants, coucou, ça ne s'est pas fait tout seul. Réaliser aussi l'implication de vos parents dans quelque chose. C'est valable pour la femme vis-à-vis de son mari. Réalise les efforts que je peux accomplir. N'hésite pas à en faire autant. Enfin, je crois que de temps en temps, savoir rappeler un peu ça peut être important, non, Raphaël Simon? Ce que je trouve d'intéressant quand même dans le travail proprement domestique, c'est qu'on a vraiment les mains dans le cambouis. Et cet aspect très concret des choses nous force à une sorte de réalisme. Oui. Et du coup, on est certes dans du quotidien, dans des choses répétitives, mais on est aussi dans le concret. Et je pense que ça nous pose aussi, nous les femmes. Oui. Ces tâches ménagères nous aident aussi à ne pas partir même dans des trucs psychologiques compliqués. Enfin, tout ça, chaque pôle équilibre l'autre. C'est tout à fait ça. Bon, on peut recommander ça alors comme hygiène mentale aussi pour garder les... Pourvu qu'on soit présent à ce qu'on fait. Voilà, tout à fait. C'est la condition. Et les tâches non cérébrales ne sont pas moins nobles que les tâches cérébrales. Et puis, elles ont aussi l'avantage qu'elles sont immédiatement valorisantes. Parce qu'effectivement, accomplir quelque chose, réussir un plat, lorsqu'on ouvre le four et que l'on voit sortir le gâteau, on a tout de suite le plaisir de l'avoir fait, même si c'était une demi-heure avant, quoi. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé, Sœur Claire, de la méditation de pleine conscience, de la méditation et de la prière. Alors c'est un point qu'il faut que l'on aborde pour les femmes d'aujourd'hui, pour retrouver cette unité. Est-ce que ça passe aussi, surtout peut-être, par la prière ? Comme religieuse, j'allais dire que ça aide. Voilà, quelqu'un qui ne croirait pas, je ne sais pas quel serait ce fondement, ce lieu d'unification, mais je suis persuadée que tout le monde en a, et je suis persuadée que tout le monde a une vie intérieure. Voilà. Tout le monde a une âme déjà, c'est sûr. Tout le monde a une âme, c'est sûr, tout le monde a une vie nourrir, intérieure, et tout le monde a une vie spirituelle. Tout le monde a une conscience. Voilà. Donc ça, c'est certain, en tout cas c'est ma conviction. Chez certains, elle s'est atrophiée, parfois de leur fait, par paresse, et parfois parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Donc, il faut... Oui, et puis je crois, en tout cas en Occident, je veux dire au moins en France, l'accès à son intériorité n'est pas du tout valorisé, même si on sent que c'est en train de revenir, justement, par les méditations de pleine conscience, les recherches zen et tout ça. Oui. Mais on est valorisé dans la société parce qu'on fait des choses et parce qu'on fait plein de choses. Plus l'agenda est plein, plus on existe. Voilà. Donc je crois que ça aussi, ça joue dans tout ce qu'on est en train de dire. Et c'est aussi vrai pour les religieux et religieuses. Hein, voilà. Plus on a un agenda plein, plus on est génial, quoi. Et du coup, oui, ce lieu d'unification, la prière qui est un lieu d'unification qui est important parce que pour nous, pour un croyant, c'est la source. Voilà, je crois que c'est la source de notre vie. On se reçoit de Dieu, la source de l'amour qui va donner du sens à toutes nos relations et à tout ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait nous met en relation avec les autres. Bon, évidemment, si on veut gagner de l'argent, c'est une autre chose. Voilà, encore que ça peut être un but. Je ne suis pas sûre que ça unifie la vie de gagner de l'argent, mais enfin, peut-être. Donc, en ce sens-là, la prière est un lieu source parce que c'est... Alors, bon, en plus, pour moi, c'est très particulier parce que c'est... comme religieuse, c'est mon essentiel. C'est ma vocation, c'est l'essentiel de ma vie. C'est ce qui donne sens à tout ce que je fais. Voilà. Donc, je peux faire un milliard de choses, mais c'est là où, justement, pour moi, c'est un peu le critère. C'est-à-dire, si je fais plein de choses diverses et variées et que je me sens éclatée, c'est que je ne suis plus au bon lieu. C'est-à-dire que je ne suis plus en relation avec Dieu qui va, voilà, dans cette prière,
qui va me pousser à l'action. Et dans la spiritualité ignatienne, on a un peu cette formule de trouver Dieu en toute chose, qui unifie l'action et la prière. D'une certaine manière, quand je prie, que je regarde la manière dont Jésus s'y prend, eh bien, avec lui, ça va me mettre en action, en relation. Et quand je suis en relation, devant ce que je vois, d'admiration ou au contraire de difficulté, ça va m'amener à la prière, soit pour dire merci, voilà, rendre grâce, soit pour confier telle ou telle situation à Dieu qui est difficile. Et du coup, ça fait l'unité dans ma vie. Vous disiez que la prière était une source, cette source d'amour dont on peut ensuite témoigner à profusion. Ça peut paraître abstrait à ceux qui nous regardent, qui seraient peut-être moins avancés sur le chemin de la foi ou de la spiritualité ou de la pratique religieuse. Mais pourtant, vous témoignez, vous, et c'est votre choix de vie, c'est l'appel que vous avez reçu, que oui, comme on peut travailler, être mère au foyer, avoir une vie professionnelle très accomplie, très aboutie, etc., prier, c'est aussi un travail, c'est votre jardin intérieur que vous faites croître, fleurir, mûrir, etc., et qui vous rend plus disponible aussi, plus attentive aux autres, plus efficace ou... Oui, alors un peu tout ça. C'est un travail en tant que tel parce que pour nous, c'est le lieu de la fidélité, là où on va se nourrir et où on va prier pour le monde. On ne prie pas pour soi. Alors, bien sûr qu'on prie pour être, pour être plus semblable au visage de Dieu, plus semblable à son amour. Donc c'est un travail sur soi, mais c'est d'abord pour prier pour le monde, pour chaque personne. Et en cela, c'est un travail parce qu'il y a un temps, il y a des sécheresses à traverser, des moments où on n'a pas envie. Enfin voilà, donc ça fait vraiment partie de notre temps quotidien. Voilà, en ce sens-là, on pourrait dire que c'est un travail. Après, nous, comme sœurs du Cénacle, notre travail effectif, une fois qu'on a fini le temps de la prière, c'est de prendre soin de la vie intérieure des gens, d'aider les personnes à découvrir leur vie intérieure et à grandir, à donner toute cette place. Et du coup, c'est essentiel pour nous d'être particulièrement attentive à la qualité de notre vie intérieure même pour pouvoir accompagner celle des autres. Donc en ce sens-là, oui, effectivement, c'est un travail. C'est une manière, Valérie Daubigny, d'être soi-même en plénitude, de miser sur la prière, de faire grandir en nous la prière, la vie de l'âme. Certainement. Dans une vie de maman très chargée, qui court beaucoup, qui a beaucoup de choses en tête, elle peut se dire, si en plus il faut que je m'arrête pour prier, mais où est-ce que je vais caser ça ? Donc il faut vraiment se dire que les plus petits moments où l'on peut se relier sont des sources. Et puis, on le fait aussi, on est, il y avait le faire et l'être dans ce que vous disiez, on est aussi dans ce que l'on fait si on y met de l'amour, si on le fait par don, qu'on l'accepte, on ne le subit pas. Donc tout ça va ensemble. Dans l'éducation de nos enfants, il faut vraiment qu'on ait, bien sûr, qu'on ne gomme pas, qu'on ne soit pas trop pudique sur cette question-là. Et même là aussi sur nos imperfections. Essaye de faire mieux que moi, tu vois, voilà. On est deux aussi, lorsqu'on a cette chance d'être deux pour piloter la famille, on s'appuie l'un sur l'autre, voilà. Et puis dans l'éducation de nos enfants, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier l'éducation au bien commun, la responsabilité qu'on a dans la société, et d'autant plus quand on est chrétien. Voilà, on n'est pas chrétien tout seul. Et lorsque je grandis, c'est tous qui grandissent. Lorsque je tombe, tout le monde tombe. Et cette éducation au bien commun, je pense qu'elle est très importante. Et ils sont très réceptifs à ça aujourd'hui. Et ça peut passer par 1000 choses, et je pense à ne pas négliger. Raphaël Simon, sur la puissance de la prière. Deux réactions. La première, ce constat toujours de cette Anne-Moreline Merle là, dans son livre, elle avait constaté qu'elle se demandait pourquoi il y avait plus de femmes à l'Église finalement. Et elle se faisait la réflexion, elle disait finalement, les femmes, l'Église est le seul endroit où les femmes n'ont plus besoin d'être justement reliées au sens accaparées par 1000 choses et par 1000 personnes, par leurs enfants, par leur mari. Là, elles sont devant Dieu seules
Et elles sont reliées bien évidemment par la prière, mais elles peuvent se retrouver, elles peuvent avoir du silence. C'est quelque chose qui est rare aujourd'hui, le silence. Et je trouvais que c'était une interprétation intéressante. Et puis je voulais réagir aussi par rapport à ce que vous disiez, un petit peu décalé, mais voilà, sur le bien commun. Mais en tant que femme, nous avons aussi à être à notre juste place. C'est-à-dire sans victimisation, sans rivalité, et je pense à cette femme, Colette Nice-Mazur, que j'aime beaucoup, professeure de lettres, poétesse, mère, grand-mère, voilà. Et elle racontait qu'un jour, elle était invitée à une émission de télévision où il n'y avait que des hommes. Elle était la seule femme invitée. Et la parole circulait entre ces messieurs. Et elle s'est dit, mais personne ne me donne la parole. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, mais c'est à moi de prendre la parole et de m'introduire dans ce dialogue. Et elle disait, si je n'avais pas pris la parole, personne ne me l'aurait donnée. Ça voulait dire qu'elle voulait être à sa place, à sa juste place, bien sûr. Ni plus ni moins, j'allais dire. La revendiquer, voilà, savoir la revendiquer. Je trouve que c'est intéressant aussi pour nous les femmes dans la société, voilà, comment on peut être femme à sa juste place. Ouais. Un dernier mot, parce que la soirée touche déjà à sa fin. Comment unifier sa vie de femme en un mot, si on voulait récapituler? Sœur Claire, qu'est-ce que vous diriez? Le point saillant qui, selon vous, aiderait une femme à retrouver de l'unité dans sa vie? C'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire pouvoir s'arrêter. Qu'est-ce qui donne du sens? Qu'est-ce qui donne du sens à ce que je fais? Voilà, ça peut être l'amour, l'attention aux autres. Et du coup, pour ça, de pouvoir prendre un peu de recul. Valérie Daubigny, même question. Le mot essentiel qui me vient à l'esprit à l'issue de cette discussion, c'est peut-être le mot amour. Que les femmes s'aiment elles-mêmes, qu'elles retrouvent cette confiance, cet amour, hommes et femmes ensemble. Les femmes entre elles, pas de compétition, pas de comparaison. Voilà, cette unification paisible, je pense que ça peut nous donner beaucoup de force et pour aller très loin. Raphaël Simon. Je dirais résister à la pression pour préserver sa vie intérieure et finalement être soi-même, accepter d'être soi-même. Bon, être soi-même. L'amour, et puis trouver cette étincelle qui est au cœur de nous-mêmes et qui nous donne l'élan pour avancer. C'est les 3 idées sur lesquelles on va se séparer ce soir. Merci à tous et merci à toutes les 3 d'être venues nous parler de ce beau sujet, des mamans au top, mais le top qu'elles se seront choisies elles-mêmes et comment unifier sa vie de femme. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Raphaël Simon. Je rappelle vos ouvrages « Imparfaite et débordée », chronique d'une maman d'aujourd'hui, paru chez Salvatore. Être mère, c'est, point de suspension, chez Salvatore également, et puis Couple de feu et de foi, 7 histoires d'amour, 7 itinéraires spirituels, et c'est chez Emmanuel. Voilà, merci sœur Claire Delef, et merci Valérie Daubigny. Excellente soirée à tous, et à bientôt. La prochaine émission, la prochaine soirée sera consacrée aux grands-parents.